Première nuit à l'Australian et déjà 2 bangers, Djokovic bien testé par un superbe Dino Prismic plein de promesses, le Serbe qui en remet une petite couche sur le drama Shelton et l'incroyable Rublev versus Thiago Seybothwild. C'est le programme téléphoné de ton premier digest de l'Australian et on attaque juste après ça. Et on attaque ce premier côté réseau de l'année avec Holger Rune et un petit point sur la taille de son short. Ouais, je pense que c'était vraiment essentiel de commencer par ça aujourd'hui. Et j'ai qu'une seule remarque à faire, c'est que encore un peu plus haut et on va finir par voir les roustons. Deuxième info, le booba italien Matteo Berrettini. Le booba par rapport aux jambes, bien sûr. Matteo Berrettini qui est forfait malheureusement pour le premier tour de l'Australian. On avait une petite pépite pourtant en vue entre Stefanos Tsitsipas et Matteo Berrettini justement. L'Italien qui n'en finit pas avec ses blessures. Donc là, c'est le pied droit et c'est un joueur qui fait finale à Wimbledon en 2021 mais qui a beaucoup de mal à trouver de la continuité malheureusement à cause de son corps en cristal. On enchaîne sans transition mes bébous des îles avec la troisième info et c'est l'interview fleuve donnée par Novak Djokovic à l'équipe. Alors c'était en fin de saison 2023, ils l'ont simplement diffusé hier et on a pas mal de morceaux choisis. D'abord, au niveau tactique et stratégique, il a expliqué « Je ne sais pas combien de temps je vais être capable de tenir ce tennis de défense, de dépenser autant d'énergie. » On rappelle, il a joué 4 heures il y a quelques minutes maintenant face à Dino Prismic, donc a priori ça devrait bien se passer. J'ai 36 ans, je sais que je dois être plus près de ma ligne, faire service volé, varié, ça va m'aider à rester au sommet, donc un joueur qui est toujours en métamorphose, en recherche de la perfection, ça on le sait. Mais la partie croustillante de cette interview, que vous avez en lien dans la description, c'était pas ça. Non, c'était plutôt le retour sur le drama Ben Shelton, et Novak, étonnamment, n'a pas la même version qu'à l'époque. À l'époque, pour rappel, il avait dit « J'aime la célébration de Ben, j'ai trouvé ça très original, alors je l'ai copié, je lui ai volé, donc c'était plutôt, allez, bon enfant ». Il n'y avait pas vraiment d'acrimonie de la part de Novak. Mais bizarrement, quelques mois après, c'est plus du tout la même limonade du côté de Novak. Vous employez le mot provoquer, je ne provoque pas. C'est ma réaction à une provocation qui est venue du côté d'en face. Donc il accuse Ben Shelton de l'avoir provoqué d'abord, au préalable. Donc concernant Ben Shelton, c'était une réaction contre lui sur le fait qu'il ne s'est pas comporté correctement, avec du respect sur le court et aussi avant le match. Alors pour avoir vu le match du début à la fin à la télévision, évidemment on peut rater quelques expressions, quelques célébrations parce qu'on n'a pas une vision tout à fait périphérique, mais moi à titre personnel j'ai pas vu de manque de respect de la part de Ben Shelton, à part le fait qu'il agitait le poing, qu'il faisait un peu le show, etc. Avant le match, alors ça, il faudrait enquêter, il faudra avoir la version de Ben Shelton à ce sujet. Donc il explique, c'est ça l'histoire, je ne vais jamais me moquer de quelqu'un si cette personne ne fait rien en premier. À chaque fois que je perds, je fais toujours une accolade à mon adversaire. On l'a vu avec Dino Prismic justement. Je le félicite, je le respecte, lui et son équipe, mais si quelqu'un se place dans la zone anti-sportive, je réagis. Je trouve ça intéressant parce que Novak, dans ses jeunes années, souvenez-vous à l'US Open, il avait été accusé de fake ses blessures par Andy Roddick. Et même, globalement, dans ses jeunes années, il était quand même assez réprimandé par rapport à son attitude, qui pouvait être perçue comme anti-sportive par ses adversaires. Donc je trouve qu'il y a un retournement de valeur intéressant. Je veux bien votre avis dans les commentaires par rapport à cette sombre histoire. Dernière info de ce côté réseau avant de passer au match, c'est Daniil Medvedev en conférence de presse avant l'Open d'Australie qui revient avec des intentions de maturité. Oui, tenez-vous bien, écoutez-le. On va le lire donc ensemble. Je veux changer, je veux mûrir. J'ai l'impression d'avoir fait un grand pas ces derniers mois. J'espère que les gens pourront le voir sur le terrain parce que c'est le défi le plus difficile. Les tournois, lorsque vous êtes sur le court, c'est là que l'adrénaline atteint son maximum, c'est là qu'il est plus difficile de contrôler ses émotions. Je crois qu'on a quelques exemples de Daniil qui pète quelques câbles, ça a dû exister surtout à l'Open d'Australie. Je sais que ce n'était peut-être pas le meilleur grand chelem pour moi avec le public, on se rappelle la finale 2022 face à Rafa, un public australien qui avait été très partisan et même on peut le dire quelque peu injuste par rapport à Medvedev. Même si quelque chose arrive, dit-il, je veux juste rester qui je suis, essayer de faire moins de choses stupides qui ne m'aident pas en tant que personne et joueur de tennis, donc il est quand même conscient que ça a un impact sur sa réputation, mais aussi sur le court, parce que quand il se braque par rapport au public, quand il dit si vous chahutez, il est hors de question que je continue à jouer, ça peut avoir un impact sur ses performances. Et ça, c'est une réflexion qu'il a pu se faire pendant cette pause à l'hiver 2023. Il n'a pas disputé de tournoi préparatoire avant l'Open d'Australie. Il finit quand même, il faudra voir à la fin de la saison, sourire. Et je vous pose la question dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'en 2024, on va avoir
un Daniil Medvedev complètement assagi. Et on bascule sur les deux matchs de la journée. On commence par le Seyboth Wild versus Rublev. Quelle rencontre, alors qui a pu nous rappeler à certains égards, mais pas avec la même fin, le match entre Seyboth Wild et Medvedev, premier tour de Roland Garros 2023. On commence ici, break quasiment d'entrée pour le Brésilien avec cette palette, cette facilité déconcertante à la fois à faire avancer la balle, mais aussi à distiller des petites amorties très surprenantes, comme ici dans cette séquence. Du coup, on se retrouve face à un pur match de cadence typique du tennis moderne, avec une clé essentielle du côté brésilien, juguler la puissance, l'impact, la constance dans les frappes de Rublev, qui met toujours un niveau d'intensité très élevé dans ses échanges et dans ses parties. C'est ça qui fait aussi que c'est un joueur élite, top 10 depuis un certain temps maintenant. Les stats globales du Russe, elles sont terrifiantes. 88 coups gagnants, 40 fautes directes, simplement. Âme sensible s'abstenir, cette prochaine palette pourrait choquer éventuellement les plus jeunes qui regarderaient cette vidéo. Andrei Rublev à la volée, et pourtant, je rigole, mais on a un ratio qui est particulièrement séduisant, 34 sur 49, donc c'est à la fois un super volume, mais ça nous montre aussi que tous ces doubles disputés avec Karen Khachanov servent enfin à quelque chose. Une autre statistique d'importance et qui peut expliquer pourquoi Seyboth Wild a autant posé de difficultés à Rublev, c'est la stat de balles de break, et elle est famélique, 4 sur 23 du côté russe, avec pas mal d'impatience, des mauvais choix. Comme ici par exemple dans cette position, un Ruru qui est pas très clairvoyant, qui va mettre une petite chouquette en revers directement dans la course du Brésilien, qui va pouvoir simplement mettre sa raquette en opposition de set partout. Et là on rentre dans le cœur du sujet, 5e set, et le niveau de jeu, la tension, on est sur un drama max. Seyboth Wild qui est mené 0-40 sur ce 4e jeu du 5e set et qui va montrer que ses qualités tennistiques sont inversement proportionnelles à ses qualités humaines. J'étais obligé. On se retrouve dans le super tie-break, Seyboth Wild qui vient de sauver 4 balles de match, et sur le premier point il nous sort une dinguerie, les poteaux. Fin d'amorti, il allonge à la Hugo Gaston, à la Roger Federer, à la Nick Kyrgios, quand l'Australien était encore joueur de tennis et pas consultant médiocre. Et tandis que le Brésilien tenait cette partie à pleine main, il va s'effondrer dans la dernière ligne droite, peut-être voyant enfin la victoire se dessiner. Une volée d'école qu'il va déposer dans le filet. Djokovic contre Prizmic, et un Novak qui commence tambour battant, 18 ans d'écart entre les deux joueurs, donc normal, tout va bien. Et vraiment un truc important chez Novak, c'est la punition Je disais, identification et punition de tous les coups neutres. Ici, un revers un peu moyen de la part de Prizmic, et paf, on enclenche une accélération démoniaque longue de ligne. Et quand Prizmic demande un MTO sur le changement de côté précédent, puis se fait bander la cuisse gauche à 5-2 pour Novak Djokovic dans le premier set, on pressent un 3-7 sec. Pourtant, un autre match va commencer à partir du début de la deuxième manche. Prizmic qui va se mettre à niveau, qui va hausser l'intensité, qui va proposer des rallyes, un combat du physique face à Novak Djokovic, qui va dire après la rencontre, j'ai eu l'impression de jouer mon miroir parfois, et c'était exactement ça. On a eu des grosses glissades, on a eu de l'impact défensif capable aussi d'appuyer, et particulièrement côté revers de Novak Djokovic, avec de jolies accélérations des deux côtés, vraiment, côté coup droit et côté revers, il a régalé. Ce ciblage côté revers, c'était une stratégie clairement mise en place en amont. Je pense que Prizmic et son team ont observé ce qui s'est passé du côté de Novak en 2023, les quelques petites faiblesses qu'il a pu montrer de temps en temps, et bien c'était surtout côté revers. On se souvient de ce tie-break, le deuxième set à Wimbledon face à Carlos Alcaraz en finale. Et bien là, un petit peu pareil, 4 grosses fautes directes côté revers de la part de Djokovic, qui a intimé l'ordre à une personne dans le public de la boucler, d'une manière assez agressive d'ailleurs, et 2 fautes en coup droit également, donc 6 fautes directes au total sur le deuxième tie-break, c'est énorme. Prizmic qui va livrer un deuxième set et un début de troisième set sidérant d'intensité, et c'est là aussi où on a vu la différence entre un joueur de 18 ans et un joueur qui a 2 fois son âge, qui a bientôt 37 ans, sur l'intensité, les courses. Là, la balle elle est perdue, il y va quand même, il la ramène en glissade, il va finir par remporter le point, et il a remporté des points justement Djokovicien à la base. Le cœur du combat et le point de bascule de cette partie, ça a été au début de la troisième manche, break d'entrée pour Novak Djokovic, des breaks de la part de Prizmic. Là encore vous voyez une faute en revers, le revers, la balle qui va s'arrêter dans le câble, ça va faire 3-2 pour Prizmic, service à suivre. Et là, la partie va complètement tourner. Comme à son habitude, j'ai envie de dire, Novak qui va fermer la porte à partir de là, donc 3 partout, 15-40. Il va trouver un ace dans cette position, donc égalité. Ensuite, il va basculer, il va faire 6-3, 4-0, donc il va vraiment dérouler son câble. Une longue séquence lors de laquelle Prizmic n'arrivera plus à tenir l'intensité physique et mentale imprimée par Novak Djokovic. Alors c'est très bien de résister à Novak pendant 1h30, 2 heures, mais il faut le faire sur 3 sets gagnants.
Et clairement, Prismic n'est pas encore de ce métal malgré toutes les promesses. On retiendra la magnifique poignée de main entre les deux hommes à la fin de la partie, l'hommage également de Novak Djokovic qui a peut-être disputé le match idéal pour se mettre en jambe. Là, je trouve que c'était parfait, à la fois pour se tester et aussi pour se rendre compte que ce Dino Prismic, je pense qu'on risque de le revoir à certaines hauteurs en 2024 et dans les années qui viennent. Et c'est l'heure du coin prono en partenariat avec les Winami de Winamax qui seront là toute la quinzaine et toute la saison 2024 également. Vous avez le lien dans la description. Jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription. L'offre est exclusivement, j'insiste, réservée aux adultes. Ça va nous permettre aussi justement de regarder le programme de demain. Nous avons un Musetti Bonzi Sauvage. La bonze, un petit truc. Plus sérieusement, j'ai envie de voir si Terence Atman peut aller gratter son petit tie-break face à Daniil Medvedev. Ça peut être un scénario probable, envisageable. Et j'aurai 2 matchs en ligne de mire cette nuit. Ce sera entre Denis Shapovalov et Jakub Mensik, cette nouvelle génération. Alors Mensik, il est tchèque et Prismic est croate. Mais voilà, une belle génération qui est en train de pointer, et Shapovalov qui n'est pas favori sur ce match, qui est de retour de blessure. Donc j'ai envie de mettre une petite pièce sur Mensik, et le Murray Etcheverry également. Alors là, c'est sûr qu'on va avoir un match à minima de 4 heures, avec 4 ou 5 manches. On connaît l'animal Andy Murray, et j'ai presque envie de partir sur Etcheverry. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la pousser, la partager autour de toi, à t'abonner. Si tu ne l'as pas aimé, n'hésite pas à écrire ton commentaire le plus acide et cinglant dans l'espace ci-dessous. Et je te retrouve mardi, mon très cher Goat, pour le deuxième digest de l'Open d'Australie, et demain pour le Max en fil.